coupe en mute. Ouais, mutez, allez-y. Ou tu mutes d'abord? À toi, Patrick. Eh bien, bienvenue. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette 6e chronique hebdomadaire de Melchion, Chassagne et compagnie. Nous avons aujourd'hui 4 sujets à partager avec vous. Comme vous le savez, chacun de ces sujets va prendre environ un quart d'heure, c'est-à-dire 10-12 minutes de présentation et quelques minutes pour les questions-réponses. Nous avons démarré cette initiative donc il y a 6 semaines avec la crise du Covid. Et pour tout vous dire, nous prenons grand plaisir à la fois à partager avec vous des idées et à la fois à recueillir vos propres commentaires, ce qui nous enrichit, ce qui fait de nous une communauté d'entrepreneurs. Et c'est la mission au service des entrepreneurs, vous le savez, depuis bien longtemps. L'ordre de passage cette semaine, c'est d'abord Tristan, puis Joe, puis moi-même, votre serviteur, et Jean-Christophe. Et à l'issue de ces 4 présentations et des questions-réponses, nous vous garderons 1 minute supplémentaire pour répondre à un petit sondage qui nous permettra de continuer à améliorer ces chroniques. Et nous vous remercions donc de rester jusqu'au bout pour partager avec nous. Petite innovation, pour préparer et fluidifier la phase de questions à l'issue de chacune des présentations, nous allons vous demander de poser vos questions sur le chat et nous demanderons à Eugénie, notre maître de cérémonie, de faire une curation des questions de façon à ce que pour chaque intervenant, à l'issue de sa présentation, il puisse répondre à 1, à 2, à 3 questions éventuellement, de façon plus simple et un petit peu plus fluide que nous le faisions en les prenant en direct. Ça n'interdit pas d'intervenir, bien entendu, si vous en avez envie, mais peut-être après cette phase des premières questions posées sur le chat. Dernière chose, tout ce que nous faisons ensemble, ces 4 chroniques d'un quart d'heure, elles ont le potentiel, bien sûr, d'être développées plus longtemps. On pourrait en parler pendant 1 heure ou 2. Nous le ferons peut-être. Nous le ferons peut-être, sachant que l'idée, c'est à la fois de garder notre lien, de garder notre échange entre vous et nous, mais également de générer un contenu intelligent le plus possible pour les gens qui ne peuvent pas être en direct et qui regardent ces chroniques par l'intermédiaire des réseaux sociaux. Donc, tout ça, c'est condensé, tout ça, c'est rapide. Et donc, sans plus attendre, je vais demander à Jean-Christophe de bien vouloir démarrer avec sa chronique. Tristan, d'abord Tristan. Tristan, pardon. Voilà, merci Eugénie. J'ai eu une heure de peur dans l'œil de Jean-Christophe, c'était pas mal, il faut le dire. Tristan, on t'entend pas, il faut que tu te dé... Oui, c'est bon. Ah oui, tu as raison, c'est bon. Oui, ce que je disais, c'est que étonnamment, malgré la crise, énormément d'entrepreneurs réfléchissent à comment rebondir et ça passe le plus souvent par des investissements. Comme on l'a vu la dernière fois, il y en a encore qui ont pas mal de trésorerie, il y en a qui bénéficient d'un plan garanti par l'État dont ils n'ont pas forcément besoin. Et aujourd'hui, l'heure est à l'investissement pour préparer le rebond dans les meilleures conditions. Donc, je vais essayer de faire un tour des questions que se posent les entrepreneurs que j'accompagne. L'idée, c'est de partager un petit peu toutes les problématiques auxquelles réfléchissent les entrepreneurs que je suis. Parce que très souvent, on se rend compte que tous les entrepreneurs se posent un petit peu les mêmes questions. Et donc, le fait de partager avec vous ces réflexions et d'essayer de voir comment faire le tri dans toutes ces possibilités me semble intéressant. Alors, tout ce que je vais partager avec vous, c'est basé sur les entrepreneurs que je suis, c'est-à-dire c'est 45 projets différents. Alors, ce n'est pas forcément représentatif de tous les cas de figure et je m'en excuse par avant parce que il y a beaucoup de startups, il y a beaucoup de numérique,
Il y a beaucoup d'autofinancement. Il y a pas mal de techno et ce sont des chiffres d'affaires compris entre quelques centaines de cas et 15 millions d'euros. Juste pour préciser un petit peu, voilà le schéma des chiffres d'affaires des startups que j'accompagne, en particulier de tous ceux dont j'ai la visibilité sur le démarrage. Voilà, donc vous voyez que la courbe rouge, c'est la moyenne. Ces startups, en 6 ans, en moyenne, elles font 1,5 million d'euros. Elles démarrent généralement doucement et ensuite, il y a une phase d'accélération importante. Un taux de déchets relativement faible, probablement dû au fait qu'elles sont en autofinancement et à la fois des produits et des services. Les petits ronds, c'est du service et les petites étoiles, c'est du produit. Voilà. Alors, quels sont les grands sujets qui sont discutés actuellement? Eh bien, les investissements envisagés, c'est dans le commercial, essentiellement recruter des commerciaux, des avant-ventes, des assistants. Dans le marketing et dans la communication, on va en reparler. Dans le développement de son produit ou de ses services, qui passe essentiellement par le recrutement de compétences. Et dans certains cas, eh bien, certains entrepreneurs se disent il y a des opportunités à saisir pour racheter des sociétés en difficulté ou pas, des fonds de commerce et ou des produits. Et donc, je vais essayer de détailler ces différentes cas de figure et de réflexion. Alors, dans le commercial, beaucoup des entrepreneurs que j'accompagne se disent il faut en mettre un coup. Et donc, recrutons des commerciaux, éventuellement un directeur commercial ou des assistantes. Une variante, c'est l'externalisation de la prospection avec la délégation à des prestataires spécialisés de prise de rendez-vous, prise de contact. En particulier, quelque chose qui se fait beaucoup, c'est l'émission de séries d'emails ciblés pour entrer en contact avec des prospects, nouer des conversations et essayer de les convaincre d'adopter les produits ou services. Principale difficulté rencontrée, les coûts des commerciaux. La grande difficulté à les recruter, moi, de toutes les compétences, c'est certainement les commerciaux et les commerciaux, les expérimentés, qui sont les plus difficiles à recruter. La durée pour qu'ils soient réellement opérationnels. L'aléa, parce qu'on ne sait jamais si quelqu'un va effectivement arriver à vendre. La scalabilité, parce que parfois, quand on a 2 commerciaux et qu'on passe à 4, on a, même au bout d'un an, on n'a pas 2 fois plus de chiffre d'affaires. Et puis, pour la prospection, des coûts d'acquisition de rendez-vous qui peuvent être très élevés. Voilà. Ticket type d'investissement dans un commercial ou une action commerciale, de quelques dizaines de cas à quelques centaines de cas, mais on voit retour d'expérience, beaucoup d'échecs, beaucoup de commerciaux qui ne la font pas ou qui ne restent pas. Bref, des résultats souvent un petit peu décevants. Deuxième possibilité d'investissement, c'est le marketing. En particulier, le marketing online qui aujourd'hui, alors je ne sais pas si c'est les entreprises que j'accompagne qui sont particulièrement branchées là-dessus, mais visiblement, tout le monde aujourd'hui se rue sur le marketing online. Donc, c'est la refonte des sites web, transformer un site web corporate traditionnel en outil d'acquisition, les réseaux sociaux, LinkedIn en B2B, Facebook, Instagram. Utiliser LinkedIn non pas seulement comme un annuaire de contact, mais comme un média en publiant du contenu. Améliorer l'acquisition via le référencement naturel avec du contenu, mais aussi de la technique.
améliorer l'acquisition via des séminaires online, améliorer toujours l'acquisition via l'achat de mots-clés, améliorer le taux de transformation via différentes techniques, travailler son argumentation, sa proposition de valeur, la segmentation de sa clientèle, et puis améliorer le taux de transformation online via des techniques engageantes, plus de vidéos, plus de testimoniaux, des call to action, du chat, enfin tout un tas de techniques qui permettent de booster l'engagement des prospects. Hormis le online, eh bien, il y a toujours le offline, des salons. Bon, en ce moment, ce n'est pas la période, des séminaires, ce n'est pas la période non plus. Les agences de RP. Autre grande catégorie de réflexion que j'ai classée dans le marketing, c'est l'optimisation du modèle économique. Générer plus de revenus récurrents, envisager des modèles freemium, des modèles success fee, augmenter la tarification, augmenter les prix dont on voit que très souvent ça fonctionne bien, éventuellement par segment de clientèle, décliner les offres pour, au lieu d'avoir un produit à un prix, avoir toute une gamme de produits qui fait qu'on traite plus de prospects à des prix plus acceptables pour chacun. Alors, les difficultés rencontrées, on a vu que c'est très vaste comme compétences, SEO, SEA, offre, modèle économique. Ça passe souvent par se faire aider en externe, par exemple par une agence marketing, mais là, c'est très difficile de trouver l'oiseau rare. C'est également relativement difficile de trouver quelqu'un à recruter qui le fasse. Voilà. Et puis, certains investissements ne sont pas pérennes. Par exemple, le SEA, ce n'est pas parce qu'on a un mot-clé qui n'est pas trop cher et qui permet d'acquérir des prospects que dans 6 mois ou dans 1 an, le coût du mot-clé en question ne va pas doubler ou tripler. Et donc, tout ce qu'on avait basé sur cette technique peut s'avérer obsolète. Voilà, il apparaît néanmoins que vous remarquez qu'il y a un très, très grand nombre d'options et que c'est aussi quelque chose qui peut être capitalisé. Savoir travailler son modèle, son contenu, etc., eh bien, il y a une certaine progressivité, une certaine capitalisation, internaliser aussi des compétences d'une agence marketing que l'on a trouvées, de telle manière à pouvoir être en mesure de le faire en interne, c'est aussi une capitalisation. Et quant aux tickets pour investir dans le marketing, eh bien, ils sont beaucoup plus vastes. Il y a des petites choses qui peuvent être efficaces et qui coûtent pas très cher. Et donc, clairement, moi, ce dont je m'aperçois, c'est qu'il y a un grand nombre d'options qui sont faisables à des budgets relativement limités et que c'est souvent des bons choix que d'essayer ces différentes options et, si elles fonctionnent, d'internaliser les compétences. Troisième grande catégorie, c'est développer ses produits ou ses services. Là, ça passe… Alors, Tristan, désolé, il te reste 2 minutes. J'ai presque fini. Ça passe essentiellement par des recrutements. Bon, ça, c'est vraiment des généralités parce que ça dépend à chaque fois des services et du produit. Les difficultés, encore une fois, c'est le coût des ressources humaines. C'est pour ça qu'en ces périodes de crise où il y a une plus grande disponibilité de candidats, c'est peut-être une option de travailler dans ce domaine-là. Dernier point, investir dans des fonds de commerce. Moi, j'ai plusieurs clients qui sont en cours de discussion pour acquérir des fonds de commerce ou des sociétés, ce qui semble aussi une opportunité. Enfin, un point méthodologique, comment choisir entre des investissements? Eh bien, un des principaux goulots d'étranglement, c'est le cash et la capacité de financement. Et le ROI d'un investissement, c'est le temps nécessaire pour que la marge générée permette de rembourser la mise de fonds. Donc, ma recommandation, lister les investissements, estimer le ROI, trier par ROI croissant
S'il est inférieur à 6 mois, ne pas se poser de questions et faire immédiatement l'investissement. S'il est trop lointain, par exemple supérieur à 24 mois, ça paraît comme extrêmement risqué de le faire. Retour très lointain, le contexte peut changer, sauf bien sûr si c'est un investissement stratégique. Et s'il est compris entre 6 et 24 mois, privilégier soit les plus courts, soit les moins incertains. Voilà. Eh bien, merci Tristan. Très dense, beaucoup de remarques d'auditeurs qui trouvent ça formidable. On a une question. Allons-y pour la première question, Jenny. Stéphane voulait savoir à propos de la contractualisation, je vais y arriver, pour un commercial en mode start-up, plutôt early stage, fixe, variable au résultat. Alors, c'est une large question. Vous savez qu'au sein de chez Melsion, on préfère les rémunérations fixes aux rémunérations fixes plus variables. Maintenant, on constate quand même qu'il y a beaucoup de gens qui se croient obligés de mettre des variables en plus des fixes. C'est un vrai débat. Moi, personnellement, je préfère les fixes en disant au lieu de confier à une formule qui aura X% du chiffre d'affaires et de la marge la focalisation de l'énergie d'une personne, on lui dit on te fait confiance, on te donne un fixe en incluant une part de variable, fais les meilleurs choix pour la société, sois autonome et ça change totalement la relation avec le collaborateur et son efficacité. Mais c'est un sujet qui est en soi, ça pourrait être un thème d'intervention d'un prochain séminaire. À l'évidence, ça va être le cas. Merci Tristan. Je vais passer la parole à Joe pour sa chronique. Joe, est-ce que… Oui, c'est bon, je vais partager mon écran. Je vais quand même rajouter un point sur le dernier point, là, sur la rémunération des commerciaux, c'est plus un débat. C'est démontré, on a tellement de gens qui ont switché du variable au fixe, plus un intéressement collectif, surtout pas individuel. Et tous ceux qui l'ont utilisé et essayé sont aujourd'hui plutôt, je dirais, sains et saufs. Ceux qui ont aujourd'hui leurs commerciaux au variable, avec l'incertitude qui ne dépend pas d'eux, bonne chance. La plupart sont en train de trouver un moyen de les garder parce qu'ils sont bons, en trouvant une solution pour les payer quand même. Donc, je pense que c'est extrêmement révélateur de la puissance du modèle de la rémunération fixe avec un intéressement collectif et surtout pas individuel. Bon. Oui, ce que disait Tristan, c'est probablement que le débat est à l'extérieur dans la société en général et dans les entreprises en général. Non, mais bien sûr que pas chez Melsion, ça on le sait depuis longtemps. Juste avant que tu commences, pardon Joe, je rappelle que pour accéder au chat, c'est en bas, il y a un petit bouton vert partager l'écran et juste à droite, il y a un bouton converser. Juste pour rappeler. Vas-y Joe. Super, donc merci. Je vais faire la suite de ce que j'ai commencé à présenter la semaine dernière, donc comment se préparer ou préparer la reprise, et tout ça sur le modèle effectual. Je vais passer très très vite sur ce que j'ai fait la dernière fois. Donc, on sait que, on prévoit la reprise en 3 étapes. Donc, d'abord faire l'état des lieux de ce qu'on a dans son frigo, co-construire avec son écosystème, et puis réorganiser à la fois le travail et l'entreprise pour y faire face. Donc, le modèle effectual, 5 principes, faire avec les ressources disponibles qu'on a tout de suite, raisonner en perte acceptable, le pourquoi pas, plutôt que nécessairement, comme en temps habituel, essayer de peser les gains attendus. Un processus forcément participatif, tirer bon profit des mauvaises surprises et puis se créer le contexte favorable pour faire l'avenir plutôt que d'essayer de le deviner ou de le subir. Donc les deux modèles coexistent, chacun bien sûr ses intérêts. Dans le premier, dans un monde certain ou prévisible, on définit un objectif, on agit sur les gains attendus, on définit les rôles, on évite les surprises, on essaie de régler les problèmes quand ils arrivent. Dans le modèle effectual qui est beaucoup plus adapté dans un monde incertain, on va démarrer avec ce qu'on a, donc obtenir des engagements, donc tirer les parties des surprises et puis fonctionner en fait sur ce principe-là.
Comment va se faire la reprise? On n'essaie pas de deviner le futur, mais on sait qu'il y aura plusieurs cas de figure. Ceux qui vont reprendre tout de suite pratiquement au niveau où c'était avant, donc retour, on va dire, quasiment à la normale. Pour d'autres, la reprise, ce n'est pas forcément un retour à la normale, mais une remontée progressive de l'activité qui va arriver à un niveau ou à un autre. Pour certains, ça va être plutôt en dents de scie, des hauts et des bas, parce qu'on va s'adapter aux conditions du moment qui vont évoluer, qui vont changer, des choses qui vont fonctionner, d'autres qui vont fonctionner moins, mais qui peuvent aller encore plus loin où là on était avant. Et puis malheureusement, pour certains, ça peut être le cas. On a prévu la reprise, mais finalement, la conjoncture n'est pas favorable. On n'a pas l'écosystème qu'il faut pour nous porter et ça peut se terminer malheureusement pas aussi bien qu'on pouvait l'attendre. Donc, pour l'état des lieux, ça c'était déjà fait la première fois. En gros, lister au lieu de lister ce qu'on a comme produit fini ou service d'une offre, lister ce qu'on a comme compétences, comme talent, comme savoir-faire, comme actifs, comme ressources. Du coup, mettre tout ça en évidence, c'est tout un exercice à faire. Et avoir des conversations, donc j'insiste bien sur le mot conversation, avec ses clients, ses fournisseurs, ses partenaires stratégiques, et tout ça pour mettre en évidence leurs préoccupations qui vont faire émerger des besoins et des problèmes, éventuellement leur niveau d'activité du moment, parce que ça peut varier et ça va être un peu en accordéon pour pas mal de secteurs, on prévoit ça pour l'avenir, et puis partager avec eux ou leur faire exprimer quels sont leurs projets et leurs visions. Du coup, toute une attitude qui consiste à ne plus vendre directement comme on faisait avant, mais de se positionner comme disponible, bienveillant et proposer son aide. Donc là, la deuxième partie, donc co-construire, dans le même principe, donc co-construire, c'est d'abord obtenir des engagements. Alors comment on obtient les engagements? Par ces conversations ouvertes, on va poser des questions qui vont faire émerger les besoins. Surtout, important dans la théorie de l'engagement, obtenir une confirmation du partenaire en question, c'est-à-dire leur faire valider à la fois l'importance et la pertinence du sujet, et puis proposer de chercher ensemble, et tout le point ici, c'est de faire ensemble. Donc du coup, ne pas essayer de convaincre, ce qui serait exactement vendre, mais les laisser se convaincre, donc proposer de l'aide, et dans la démarche donc engageante, du coup, on ne va pas passer son temps à expliquer ce qu'on va faire, mais plutôt essayer de les impliquer. Donc tout le principe dans la co-construction. Et la théorie derrière, c'est que dans chacun d'entre nous, il y a le cerveau droit, le cerveau gauche. Le cerveau gauche, c'est monsieur rationnel. Donc lui, il va évaluer, il va agir plutôt sur du rationnel. Et monsieur intuitif qui, lui, sent qu'il y a un truc à faire. Et pour monsieur rationnel, ça marche beaucoup mieux quand on a des critères de décision à moins de 5 paramètres. Donc les études le montrent. Quand on a plus de 10 paramètres avec de l'incertitude, eh ben, il faut parler à monsieur intuitif. Et du coup, on a un engagement sans nécessairement avoir à passer par la case convaincre. Donc la suite de ça, c'est quoi? Ben, c'est la phrase magique que beaucoup d'entre vous ont déjà entendue de ma part. Quelle est l'opération qu'on peut monter ensemble demain? Et quand je dis demain, dans le contexte, c'est aujourd'hui. Donc, chaque mot est pesé. Donc, une opération, ce n'est pas forcément bien défini, mais ça veut dire qu'on fait quelque chose et on le monte ensemble. Donc, tout le point, c'est de formuler ou de faire émerger les offres communément. Donc, comment on fait émerger ces offres? Ben, c'est tout simplement la solution au problème identifié. Et on va lister d'un côté ces fameuses ressources, le savoir-faire, les compétences qu'on a, et de l'autre, les besoins, les demandes, les nouvelles spécifications. Et on va faire tout simplement du matchmaking qui va aboutir à mettre face à face les ressources que chacun a, que ce soit des moyens humains, des moyens matériels ou des réseaux ou des contacts. Okay? Et dans ce partage, on va se mettre déjà tout de suite à l'action pour coproduire. Alors, coproduire, il y a plusieurs façons de le faire. Pour beaucoup d'entre vous, vous connaissez la méthode agile qui peut s'appliquer à plein d'autres secteurs. Définition, simplement, c'est une implication directe du client ou du partenaire dans le processus. Le développement va se faire d'une façon, en fait, va être itératif, adaptif et dynamique. Et vous connaissez sans doute ce cercle vertueux. On commence par une rencontre, on planifie, on design, on développe, on teste, on évalue, on se revoit à nouveau. Et par une série d'itérations, on finit par avoir quelque chose qui convient en un minimum de temps. Après, une fois qu'on a dit ça, comment on organise le travail ou l'organisation? En fait, ça paraît simple, mais je pense qu'aujourd'hui, on va devoir composer avec plein de paramètres, donc
puisqu'on a des multicritères qu'il faut prendre en compte. Je les résume encore une fois. Ça, c'est l'objet d'un atelier de travail. Donc, je vais organiser un workshop sans doute la semaine prochaine, beaucoup plus long à ce sujet. Peut-être que si ça vous intéresse, on passera l'invitation. En tout cas, les multicritères, c'est d'abord la nature de l'activité. Pour certains, ce sera l'activité identique à avant. Pour d'autres, ce sera une extension de leur activité historique. Ou pour d'autres encore, ce sera totalement en rupture, une innovation qui peut être que temporaire ou plus durable, donc selon la viabilité de l'opportunité. L'offre, elle peut, en tant que produit-service, être aussi identique ou pas. Le business model peut être différent. La façon de faire son marketing ou la vente peuvent aussi changer. Donc, encore des paramètres à prendre en compte. Et puis, de nouvelles contraintes. Toute la chaîne, la supply chain, qui peut avoir changé en fonction de la disponibilité du moment. Encore une fois, on fait dans le moment présent en fonction de ce qu'on a, de ce qui est disponible, de ce qui est fiable aussi, parce que certaines chaînes n'ont pas être aussi fiables qu'avant, pour plein de raisons, on peut imaginer. De nouvelles normes, que ce soit des normes d'hygiène ou des normes réglementaires. Et quand je dis le lieu de travail, ça peut être le lieu de travail lui-même, c'est-à-dire l'usine, les plateformes logistiques pour certains, ou tout simplement le lieu où se trouvent les collaborateurs. Ils sont équipés, pas équipés, ils ont les outils qu'il faut, ou la façon de faire qu'il faut pour collaborer avec d'autres qui sont à distance, les décalages horaires, vous imaginez plein de contraintes, ce qui rend l'organisation du travail pas si simple que ça. Du coup, comment on fait? On est encore dans la simplicité, comme vous me connaissez aussi sur les métaphores, comment on prépare à manger le soir pour l'effectuation. L'allocation des ressources disponibles, donc ce que je préconise, c'est de faire un truc hyper simple. C'est surtout pas l'organigramme qui va vous dire qui va faire quoi, okay, parce que les titres ne sont plus tout à fait révélateurs ou qui ne correspondent pas à ce que les gens vont faire. Et la recommandation, c'est d'être très explicite sur les listes de tâches nécessaires. Et ça, c'est pour l'entreprise. Une tâche, c'est un sujet, un verbe, un complément, donc autant détaillé que possible, qui vont définir pour chacun les rôles et responsabilités, qui sont un bouquet de tâches. Et sur le plan individuel, donc pour les individus, ce sera un plan d'action. C'est-à-dire qu'ils peuvent être soit responsables d'une tâche, ou ils peuvent être impliqués à faire une tâche. Et du coup, il y a toujours un référent par tâche au niveau de l'entreprise. Et puis le reste, c'est un plan d'action qui se décline pour que chacun puisse définir dans la grande mission, sa mission et son job du moment. Et tout ça, bien sûr, ne peut fonctionner de façon dynamique et réactive que si on a un bon suivi de l'évolution, des tableaux de bord appropriés et des indicateurs de progression partagés avec le plus grand nombre de personnes possible. Sinon, mes recommandations, c'est souvent de les partager avec tout le monde, parce que l'intelligence collective, quand on lui donne sa place, est beaucoup plus puissante que les sachants qui vont dire aux autres ce qu'il faut faire. Et vous connaissez sans doute ma formule magique de performance. La performance est égale au potentiel moins les interférences. Souvent, on pense au potentiel pour s'équiper de ce qu'il faut, en savoir-faire, en méthode de travail, etc. On oublie, très souvent d'ailleurs, qu'il y a plein d'interférences, des interférences qui peuvent impacter la performance personnelle ou la performance collective, des interférences par un manque d'organisation, un manque de clarté dans les directives, un manque d'accompagnement, etc. Donc pensez bien, la performance, ce n'est pas simplement mettre les bons ingrédients, mais c'est aussi diminuer les interférences qui peuvent la réduire. Joe, Et il te reste finalement, 1 minute, désolé. C'est parfait. Ma métaphore là-dessus, c'est la fameuse réunion de famille. Et vous allez dire, oh là là, ces fameuses réunions de famille, on se retrouve à 4 générations avec les cousins issus de Germain et tout ça. Et comment ça va se passer? Eh bien, une fois qu'on a identifié les besoins, si on fait participer chacun sur la base du volontariat et on choisit le meilleur habilité à faire, ce n'est pas nécessairement des pros chacun pour qui s'occupe des enfants, qui va faire le barbecue ou le reste, mais de façon, bizarrement, à ce que toutes les tâches soient assurées, et ça se fait toujours comme ça. Eh bien, pour que ça se passe bien, 2 grandes recommandations, en fait, et règles à ne pas oublier. C'est tout d'abord s'assurer que c'est équitable, donc fair process, que ça soit vraiment fait de façon bienveillante et que tout le monde y trouve son compte et comprenne pourquoi, et de façon éthique, dans le respect des règles, des valeurs, les valeurs de la famille quand c'est la réunion familiale, et les valeurs de l'entreprise, comment on fait du business ici. Voilà.
Quelques exemples que vous avez déjà vus, ce qui explique dans cette façon de faire pourquoi des constructeurs automobiles ont fabriqué des respirateurs en un temps record, que Chanel fait des masques. Récemment, vous avez vu Blablacar, en 3 semaines, ils ont sorti l'offre Blabla Help. J'ai une communauté de gens qui se portent volontaires pour transporter des personnes quand ils font un trajet. Et bien, cette même communauté se porte volontaire. Quand je vais faire mes courses, je vais faire les courses aussi pour mon voisin, ma voisine. Du coup, on a déjà la communauté, les référencements, on sait qui c'est pour garantir l'honnêteté, le profil, etc. Donc, c'est une façon de faire. Vous avez vu les aménagements de pas mal de commerces avec les hygiaphones. C'est autant d'exemples qui vont se démultiplier sur comment on va organiser la nouvelle vie, donc pour chacun ses implications, et autant d'opportunités pour tous les entrepreneurs. Voilà. Merci, Joe. Merci beaucoup. Alors, vos questions, il y a une remarque de Brice qui dit qu'il a un bon outil pour modéliser tout cela, c'est Kanban-Flow. Je pense que c'est Kanban-Flow probablement, Oui, issu de la méthode Kanban. Alors, c'est moins une question qu'une remarque. Joe, ton avis là-dessus? Première question, il y a plein d'outils. Les outils les plus simples, c'est ceux qu'on sait maîtriser. Donc, ça commence par des post-it pour ceux qui utilisent plutôt le post-it et qui les prennent en photo, qui savent les transmettre. Pour d'autres, c'est tout simplement des Excel ou des Google Spreadsheets. En fait, tout est bon à partir du moment où on sait partager l'info et documenter et obtenir des retours rapides. Donc, oui, merci, bien sûr. Alors, et puis une question. Mes slides vont être disponibles comme à chaque fois avec un lien HTTP qui va vous être envoyé, ou s'il n'est pas disponible tout de suite, je suis sûr que Eugénie va s'en occuper. Parfait. Peut-être une dernière remarque. Voilà, une autre ressource qui est mise à disposition par Arnaud sur Medium. Ok, merci Joe. Eh bien, c'est mon tour de partager avec vous mon écran et de vous présenter ma chronique hebdomadaire. Et j'ai choisi de me focaliser cette semaine sur le talent. Et avec cette idée toute simple, c'est que c'est maintenant le bon moment pour recruter des talents. Alors, il y a un homme que j'aime bien, il s'appelle Pierre-Michel Menger, il est sociologue, et titulaire de la chaire de sociologie du travail créateur au Collège de France, qui a été faite pour lui. Et la question qu'il pose, c'est quels sont les 10 ou 20% de gens qui vont faire la différence? Et c'est sa définition du talent. Parce que ce qui est intéressant, c'est que il est assez difficile de déterminer le talent, on va voir pourquoi. Alors pour les braves, j'ai mis en lien une conférence qu'il a donnée sur le talent et son management dans les organisations. C'est passionnant, en même temps très érudit. Donc c'est vraiment pour ceux qui ont envie d'approfondir le sujet. Vous avez, en tout cas je l'espère et j'en suis même sûr, des talents dans votre entreprise. Et j'ai 2 questions à vous poser cette semaine. Est-ce que vous en avez assez? Ah non, dans mon entreprise, on déborde de talents. Mais ok, mais est-ce qu'on en a assez? Surtout maintenant. Et où les trouver? Alors, 3 remarques. Mais avant ça, je redonne un peu de contexte. On a longuement géré l'entreprise et ses richesses humaines par les qualifications. Ah ben, tu sais faire ça, ça définit le rôle que je vais te donner dans l'organisation. Tu as des qualifications issues de ta formation continue ou initiale, et ça décrit le job qu'on donne à quelqu'un. Et puis, au fil des années, on est venu vers les compétences. Et les compétences, c'est moins des hard skills, c'est déjà un peu plus de soft skills. Et on va dire que pour beaucoup d'entreprises aujourd'hui, elles se situent dans cette zone verte. Hein, elles essayent de faire des bilans de compétences pour permettre aux gens d'améliorer leurs compétences, etc., etc. On voit émerger depuis quelque temps maintenant le management par les talents. Alors, on va essayer de définir ce que c'est dans quelques instants, mais on peut dire que globalement, plus il y a d'incertitudes,
et plus vous avez besoin d'être dans cette zone-là. Lorsque vous êtes dans un univers connu, stable, vous pouvez vous permettre de manager par les compétences. Les qualifications ne suffisent probablement plus, mais c'est une première base et vous rajoutez les compétences par-dessus. Mais dans un environnement incertain, que ce soit parce que vous êtes dans un marché qui change très vite ou, comme nous tous aujourd'hui, que vous êtes en face d'un moment particulier d'incertitude, eh bien, effectivement, il faut aller vers le talent, c'est le chemin. Alors, première question, où est-ce que vous manquez de talent dans votre organisation? Regardons l'organisation de façon froide et on peut se poser la première question, c'est où est-ce que ça pêche? Toutes les organisations ne sont pas extrêmement bonnes à toutes les tâches ou à toutes les missions. Donc là, on se regarde, franchement, si on n'y arrive pas, on demande un peu d'aide pour regarder là où l'organisation est en dessous de ce qu'elle devrait être. Deuxième idée, là où vous voulez accélérer, évidemment, vous avez besoin de talent si vous voulez accélérer. Et troisième idée, là où l'incertitude est la plus forte. Alors, si c'est au même endroit, bah, très bien, ça pêche, vous voulez accélérer à cet endroit-là et vous avez beaucoup d'incertitudes dans cette mission de l'entreprise, cette partie de l'entreprise, la réponse est simple. Pour beaucoup d'entreprises, il y a au moins 3 endroits qui vont émerger au bout de quelques minutes ou quelques heures de réflexion. Deuxième grande question, comment est-ce qu'on reconnaît le talent? Après tout, les gens ne se promènent pas avec un écriteau talent ou un t-shirt particulier. Eh bien, ce que dit Menger, et c'est intéressant, c'est que le talent, ça se reconnaît par comparaison. C'est-à-dire en comparant une personne avec une autre. Et donc, que c'est lié à un moment particulier, on n'est pas talentueux tout le temps et en toutes circonstances, mais que dans certaines circonstances, en comparant le fonctionnement des personnes, on voit 10 à 20% des gens qui sont plus talentueux que les autres. Donc là, c'est un premier indice. Deuxième indice pour reconnaître le talent, par fonctionnement. En général, le talent s'associe à une certaine créativité, c'est-à-dire une capacité à imaginer des solutions, des réponses ou à ébaucher des hypothèses qui sont différentes des éléments habituellement acceptés. Bon. Troisièmement, par réputation. Et c'est peut-être là que je vais vous demander d'aller à l'essentiel. En général, on sait déjà, ou quelqu'un sait déjà, quel est le meilleur expert comptable, le meilleur vendeur, le plus talentueux des agents de maintenance. Et donc, on a une forme de réputation qui se crée dans le groupe et qui est finalement un bon indicateur si on peut capter cette information. Troisième grande question, où trouver ce fichu talent? Alors d'abord, il est dans vos équipes. Peut-être pas positionné dans l'organisation à l'endroit où il devrait, mais il est là. Et donc, c'est toujours plus simple de regarder un des collaborateurs, un des membres de l'équipe, d'avoir la réalisation que c'est quelqu'un de talent et de lui dire, est-ce que tu souhaites éventuellement prendre une fonction nouvelle, un rôle nouveau dans l'organisation? Ça a plein d'avantages, vous le connaissez déjà, il connaît déjà tout le monde, son intégration va en être simplifiée. Regardez donc d'abord dans vos équipes. Et puis, tout de suite après, regardez chez vos concurrents. Il y a dans chaque organisation des gens talentueux, Menger dit 10 à 20%, et donc chez vos concurrents comme chez vous, il y a 10 à 20% de gens talentueux. Et pourquoi chez vos concurrents? Eh bien parce qu'ils sont déjà dans votre secteur d'activité, ils sont déjà confrontés
au même sujet. Et donc, ça peut être intéressant de regarder de ce côté-là. Et puis enfin, le plus simple à se dire, c'est qu'en fait, on le connaît déjà, ce talent. C'est quelqu'un qu'on a rencontré déjà à plusieurs reprises et dont on s'est dit, ah, dans un monde idéal, j'aimerais bien l'avoir dans mon équipe. Eh bien, mon idée aujourd'hui, c'est que c'est le moment absolu, parfait, pour aller recruter cette personne. Alors pourquoi? D'abord parce que le talent est mobile. Le talent se pose en permanence la question du projet suivant. Et il arbitre entre rémunération monétaire et occasion d'apprendre. Avec la crise, le projet actuel sur lequel cette personne travaille est peut-être ralenti ou stoppé. Et vous, si vous avez écouté nos conseils depuis 6 semaines, vous êtes peut-être en situation d'avoir à la fois l'ambition et les moyens d'accélérer dans la crise. Eh bien, si c'est le cas, vous devenez attractif. Et donc, il n'y a pas de meilleur moment que maintenant pour aller chercher en interne, en externe, éventuellement chez vos concurrents, la personne qui va apporter son talent à votre projet parce que votre projet est peut-être bien plus intéressant pour lui que le projet de l'organisation dans laquelle il est actuellement. Ma conclusion, est-ce que vous pouvez éluder ce sujet? Non, on est déjà tellement talentueux chez nous, on n'a vraiment pas besoin. Ben non, bien sûr que non. On n'a jamais assez de talent. Et donc, si vous êtes en situation d'être attractif, investissez. Lancez des coups de fil vers les gens que vous connaissez ou qu'on vous recommande comme talentueux et proposez-leur de venir rejoindre votre organisation. Je crois que c'est avec l'ensemble des choses que nous vous recommandons, ce qu'il faut faire maintenant, de façon à ce que vos discussions, qui vont peut-être prendre quelques semaines, permettent à cette personne de vous rejoindre, allez, fin mai, début juin. Et si c'est possible, de redémarrer l'activité avec à bord 1, 2, 3 personnes talentueuses à vos côtés. Il est beaucoup plus facile d'atteindre les objectifs qu'on se fixe collectivement quand on a finalement des gens talentueux à ses côtés. Super, merci beaucoup. Alors, on a une remarque d'Olivier qui dit oui, Patrick, mais attention au job hopper. Alors, c'est une très très bonne question. Parce qu'à l'évidence, la question de la rétention du talent est au cœur d'un certain nombre de réflexions sur les RH. Moi, j'ai un sentiment différent peut-être. Je dis que les talents restent si vous en êtes digne. Autrement dit, si vous avez les valeurs, si vous avez l'exemplarité, si vous avez la vision stratégique et si vous avez les moyens de votre ambition stratégique, alors il n'y a pas de raison que les talents s'en aillent. Un job hopper qui vient faire 9 mois chez vous, mais qui vous transforme complètement, je ne sais pas, votre IT, votre reporting, votre façon de communiquer, votre démarche commerciale en avant-vente, eh bien, même s'il ne reste chez vous que 9 mois, pourquoi le ferait-il si vous n'êtes pas dans les conditions que j'avais évoquées? Personne ne l'est tout à fait tout le temps, bien sûr. Eh bien, non, s'il ne reste que 9 mois, il peut apporter quand même des éléments favorables et décisifs. Et après, on a aussi Nicolas qui parle de trop de stars dans la même équipe, comme le syndrome PSG ou Barça. Alors, c'est une très bonne remarque. Il faut faire la différence entre les stars et les talents. Le talent peut être humble. Ne faisons pas l'erreur d'imaginer que quelqu'un de talentueux, c'est forcément quelqu'un qui a un très gros ego. On peut avoir la conscience de sa valeur et ne pas forcément l'étaler devant tout le monde en expliquant qu'on est plus intelligent ou qu'on a plus de valeur que son voisin. Et donc, en fonction de vos valeurs d'entreprise,
il est évident qu'il ne faut pas transgresser vos valeurs. Il faut trouver le talent qui rentre et qui est en cohérence avec vos valeurs. Je ne suis pas en train de dire aller chercher le meilleur vendeur de votre concurrent parce que c'est le meilleur vendeur. Je suis en train de dire, si parmi les commerciaux de vos concurrents, il y a quelqu'un qui a démontré depuis des années une qualité de travail qui vous impressionne, décrochez votre téléphone et appelez-le, prenez de ses nouvelles, demandez-lui si ça ne serait pas le bon moment pour venir vous rejoindre. Super. Et alors, on a enfin une dernière question de Manuel qui demande la différence entre qualification, compétence et talent. Alors, Manuel, je ne suis pas allé dans le détail. C'est quelque chose qui s'est relativement bien documenté. Je mettrai une ressource en ligne qui explique progressivement pourquoi ces notions s'imbriquent. Elles sont successives dans la façon de regarder les collaborateurs. Et ça serait un complément que je mettrai en ligne, sans doute en commentaire sous la vidéo YouTube et LinkedIn. Super. Merci beaucoup, Patrick. On va passer à Jean-Christophe. Merci. Alors, je rappelle qu'il y a une définition par les gens de Stanford qui veut dire que le management, c'est de faire une boîte extraordinaire avec des gens ordinaires. Donc, c'est génial d'avoir du talent, mais c'est aussi, il ne faut pas cacher les besoins en organisation qu'on peut avoir et que tu as bien souligné avant. Je vais vous partager donc mon écran et aujourd'hui, nous allons vous parler de Corona washing. Et oui, car il y a une communication en temps de crise. C'est intéressant de savoir qu'est-ce qu'on peut prendre comme leçon de ce qu'on a pu voir et d'essayer de commencer à y réfléchir. Hein. Ce n'est pas un sujet entier sur le corona washing. Après ça, j'aurai quelques petites perles que j'ai relevées dans la semaine. Donc, je vais vous parler du cas d'Hermès. Alors, Hermès a fait un joli communiqué de presse. Donc, le communiqué de presse d'Hermès, c'est qu'on va licencier personne, qu'on va maintenir les salaires de tout le monde et qu'on fera ça sans l'aide de l'État. Et puis après, on va envoyer 20 millions d'euros à la PHP. Et puis, on fait du gel hydroalcoolique. Et alors après, il y a le truc un peu en trop, c'est les gérants ont souhaité renoncer à l'augmentation de la rémunération fixe versée, de la rémunération variable. En gros, un truc un petit peu trop complet, au lieu de dire tout simplement les gérants ont renoncé à toute augmentation de salaire ou de rémunération, en fait, ils ont mis un espèce de truc un peu alambiqué. Donc ça, c'est dommage parce qu'en fait, finalement, leur communiqué de presse est tellement complet qu'il est presque illisible. Alors, pour vous donner un autre exemple qui peut partir en vrille, c'est celui de LVMH. Donc, LVMH a envoyé du gel hydroalcoolique. Donc, il y a un Twitter qui dit merci pour ce produit, c'est formidable. Et puis, il y en a un qui répond ça ne doit pas faire oublier qu'ils ont envoyé 17 tonnes de gel, de gants, de masques en Chine pour faire de la pub et que maintenant, on les a plus. Et puis, il y a un troisième qui dit c'est normal, c'est l'effort de guerre, pas de quoi s'extasier. Et il dit le seul truc qui choque, c'est le marquage LVMH. Et on peut se poser la question de pourquoi est-ce qu'il y a quelqu'un chez LVMH qui a dit tiens, on va mettre LVMH dessus. C'était le truc un peu en trop. Le côté qui laisse penser que c'est pas si désintéressé que ça, mais voilà, c'est un sujet qui est loin d'être simple à gérer. Troisième cas, Sanofi. Donc Sanofi, vous savez, est impliqué dans la production d'hydroxychloroquine et il y a tout un débat pour savoir si l'hydroxychloroquine est importante ou pas, etc. Et donc Sanofi a une réaction très, très, très intéressante, c'est qu'ils ont décidé de se dégager de ce problème en disant écoutez, nous on s'est engagé à donner 100 millions de doses donc on a commencé et tous ceux qui nous le demandent, ils en auront. Donc en gros, on ne va pas faire d'argent avec. Donc du coup,
Il n'y a plus la question de est-ce que Sanofi est derrière, est-ce que c'est une manipulation, est-ce que etc. Ils disent nous on est neutre, hein, si vous nous demandez d'en produire, on en produira, et en plus on fera gratuit. Alors, il y a un quatrième cas qui est très très intéressant, c'est celui de Decathlon. Donc Decathlon a livré des masques de plongée qui sont réadaptés pour servir de masques pour les soignants. Et ce qui est intéressant, c'est la façon dont ça s'est fait. C'est-à-dire qu'à l'origine, c'est des Italiens qui ont commencé à bricoler le masque et Decathlon Italie qui les a livrés gratuitement. Puis la même chose a eu lieu en Tchéquie et au final, on se retrouve avec Decathlon France qui dit maintenant vous m'envoyez un email à tel endroit et puis je vous envoie des masques. Donc c'est très très intéressant comme démarche puisqu'en fait l'ensemble de l'entreprise et c'est parti de la base s'est senti impliqué dedans. Alors, je vais retrouver une citation d'une spécialiste de l'action politique des entreprises qui dit qu'en fait, il y a un point qui est qu'on a tous envie d'aider et donc d'aller faire de la philanthropie, mais elle recommande plutôt de rester dans le cœur de l'activité de l'entreprise. Donc, c'est la question de la pression qu'on a de l'ensemble de notre entreprise de faire quelque chose. Et ensuite, le bon point est sans doute de trouver quelque chose qui ait une forme de légitimité pour nous. Je vais rajouter un dernier point sur la question de la communication dans ces temps difficiles. Vous avez un petit peu de temps, bien entendu, comme chacun sait, parce que suite à notre intervention la semaine dernière, vous avez maîtrisé à fond le bon usage de votre confinement. Il y a un cours qui est sur le site edX qui s'appelle Frame 101 et qui montre que c'est très important de mettre un cadrage qui soit un cadrage qui vous soit favorable. Pour vous donner un exemple, si vous êtes un hypermarché que vous faites aujourd'hui un chiffre d'affaires indécent et que vous dites à vos salariés il faut aller travailler parce que c'est pour ça que je te paye, vous allez apparaître pour un profiteur de crise et c'est jamais très bon. En revanche, si vous faites comme message le fait qu'aujourd'hui, heureusement que vos collaborateurs ont bien travaillé parce que c'est à peu près le seul endroit où les gens qui sont en confinement peuvent se ravitailler et donc du coup, il va probablement falloir étendre les horaires parce que vous avez une restriction du nombre de clients qui peuvent venir à chaque fois et que pour pouvoir servir tout le monde, il va falloir travailler, y compris dimanche. Ben, vous avez un cadrage parfait de quelque chose qui normalement est supposé être impossible parce qu'on ne peut pas travailler dimanche parce que c'est interdit. Mais qui peut s'y opposer dans ce cadre. Alors, je vous recommande vraiment ce cours, c'est un must pour tout entrepreneur. Quelques perles, donc ça c'est les choses qui dans la semaine m'ont interpellé, sur lesquelles je suis allé faire un peu de recherche et que je vous livre tel quel. Donc d'abord, vous avez entendu parler sans doute de Yuval Harari qui a écrit Sapiens. Donc Sapiens, c'est un livre sur comment l'homme s'est développé, etc. Et il a des insights toujours très intéressants. Notamment, il dit, à l'époque de la peste, c'était l'Église, c'était les prêtres qui donnaient qui indiquaient ce qu'il fallait faire, qui indiquaient les règles à suivre et les interdits. Aujourd'hui, ce sont les nouveaux prêtres, c'est-à-dire les scientifiques. Donc aujourd'hui, les scientifiques disent il faut se confiner. Bon, donc tout le monde suit sans rechigner et d'ailleurs protester devient un signe d'hérésie. Il dit aussi qu'aujourd'hui, on rentre dans la possibilité de la dystopie. Il dit on n'est vraiment pas loin du moment où ça va être obligé pour chacun d'avoir sous la peau une petite puce qui peut être lisible par les autorités pour vérifier qu'on n'a pas de température, qu'on n'a pas de machin, etc. Et finalement, où est la différence avec, imaginez, en Corée du Nord, des gens qui applaudissent au discours du leader bien-aimé
mais que maintenant, on arrive à savoir s'ils ressentent vraiment ce qu'ils sont en train de montrer en tapant des mains. Hein. Peut-être qu'en fait, au fond d'eux-mêmes, on va voir avec leur rythme cardiaque, leur montée de la pression artérielle, qu'en fait, ils ne sont pas du tout d'accord avec le leader. Et ça, en fait, quelque part, on n'est pas très loin parce que finalement, on a trouvé une raison pour laquelle c'est tout à fait légitime de commencer à regarder l'intérieur des gens. Donc, sur l'interview, je vous mettrai le lien probablement dans la description de la vidéo et puis dans le PowerPoint. Alors après, j'ai un autre endroit où on trouve des perles extraordinaires, c'est BFM TV, évidemment. Alors BFM TV, l'autre jour, nous parle des traces de virus dans l'eau potable de Paris. Oui, oui, oui. Alors ça, c'est d'abord intéressant parce que la façon dont la mairie de Paris communique, c'est un petit peu à l'envers. C'est-à-dire qu'elle commence par dire « on a constaté des traces de virus, mais pas grand-chose dans l'eau, etc. » Et puis après, elle dit « donc on a décidé de fermer le réseau ». Dans l'eau non potable, hein, dans l'eau non potable, Jean-Christophe. L'eau non potable, pardon. A priori, c'est beaucoup plus puissant de dire voilà, la mairie de Paris vient de décider de fermer son réseau d'eau potable. En effet, elle a décelé des traces infimes de virus. C'est beaucoup moins flippant que de le faire d'une manière très très classique. Nous avons constaté et donc on a décidé. Alors sur BFM, au moment où le médecin commente, donc vous avez le médecin qui est là en train d'expliquer que non, mais donc l'eau dans le réseau d'eau potable, enfin les virus dans le réseau d'eau non potable, c'est pas très grave parce que pour que ce soit grave, il faudrait que l'eau soit transformée en aérosol. Et l'image qu'il y avait en fond d'écran, c'était celle-là, ou une image un peu comme celle-là. Donc tout va bien, on n'est pas en danger. Alors. Ensuite, il y a un truc qui est passé donc ça fait quelques jours maintenant, c'est la question de est-ce que le Covid vient de labo chinois? Et celui qui a mis un gros coup de pied dans la fourmilière, c'est le professeur Montagnier. Alors, il y a un site qui a fait un buzz extraordinaire, c'est le site Pourquoi Docteur, là, qui lui a eu, je pense, un pic de lecteurs là-dessus. Alors, quand on voit ça, on se dit, quand même, un prix Nobel de médecine, ça c'est embêtant. Il a l'air d'être assez sûr de son truc. Il voit que dans le génome du Covid, il y a des bouts de VIH, etc. Donc, embêtant. Donc, on va chercher un petit peu et puis on s'aperçoit qu'en fait, c'est un scientifique assez décrié. Certes, il a son prix Nobel, mais en même temps, il était partisan de la mémoire de l'eau de la béniste. Jean-Christophe. C'est un truc qui a été un peu détourné. Jean-Christophe, il te reste une minute. Il est dans le camp des anti-vaccins, donc c'est pas comme ça qu'on se fait ami avec la communauté scientifique. Il a publié un truc sur le signal électromagnétique de l'ADN qui dit en substance qu'il n'y a plus avoir d'ADN, il a la capacité de se reconstituer avec des signaux électromagnétiques. Donc, mais une étude qui n'a jamais pu être refaite par ailleurs. Et il y a une pétition de 106 académiciens des sciences contre lui. Bon, après tout, c'est déjà arrivé avant d'avoir des académiciens. Mais enfin, il y a quand même un truc formidable, c'est que c'est un promoteur de la papaye fermentée. Des papayes fermentées. Donc, on peut se dire qu'effectivement, peut-être que pas si intéressant que ça. Et la théorie elle-même, il y a un chercheur qui prenait l'analogie de dire que c'est comme si on voyait le mot 4 fois chapeau dans 2 livres différents et que du coup, on pouvait dire que c'était le même livre, que ça avait été copié. JXE, il te reste 30 secondes. Si on va chercher, donc là, le truc paraît plié, mais quand on va chercher un peu plus loin, vous pouvez aller regarder vous-même, c'est un projet crowdsourcé qui recherche qu'est-ce qu'il y a comme élément pour penser que c'est possible que ça sorte des laboratoires de Wuhan. Donc, je ne vais pas vous détailler ça, mais vous avez 12 articles qui racontent chacun précédemment en fait, au coronavirus que oui, ils ont travaillé sur des SARS qu'ils ont chimérisés, qu'ils ont fait des papiers pour dire qu'ils avaient mis dans des cochons des coronavirus. Il y a au moins 3 papiers en juillet 2019. Enfin bref, des tas de trucs qui disent non, c'est pas complètement impossible que ce soit sorti de là. Et après tout, quelle importance que ça sorte d'un labo P4 ou que ça sorte d'un marché aux animaux. Ça met en cause
l'État chinois lui mettre en cause les Chinois avec leur marché, mais les autres papiers qu'ils ont trouvés, c'est sur le centre de contrôle des épidémies de Wuhan. Donc, il y a déjà une réputation d'avoir fait des trucs pas géniaux. Et puis, après ça, c'est tout un ensemble de papiers sur la façon qu'a le gouvernement chinois d'essayer de masquer le truc. Donc, je vous dirais que sur ce sujet, le jury est encore out, on ne sait pas. C'est comme la chocolatine ou le pain au chocolat, c'est un débat, personne ne sait. Personne ne sait encore. Dernier point, la nouvelle version du question-réponse du ministère de l'économie sur le prêt garanti par l'État est sortie, 23 avril, c'est la mise à jour. Pourquoi c'est important? Parce que quand vous cherchez un prêt auprès de votre banque, il risque de vous sortir des trucs qui ne sont pas du tout vrais, comme d'habitude, parce qu'ils ne sont pas au courant. Et là, vous avez quelque chose qui est signé par la Fédération bancaire française et donc qui leur est opposable. Donc, c'est un très bon outil. Je vais vous donner l'exemple le plus simple, c'est « Ah oui, mais il me faut vos comptes 2019 ». Et c'est marqué très clairement que non, ce n'est pas nécessaire. Donc, vous leur envoyez la copie, stabiloté, pas pour leur mettre dans pas pour leur mettre le nez dans leurs affaires, mais plutôt pour dire voilà un outil pour qu'en interne vous puissiez expliquer à votre chef qu'il n'a pas bien compris les choses. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci beaucoup. Merci Jean-Christophe. Alors peut-être je vais repasser la parole à Tristan maintenant. Tristan, si tu veux bien. Alors avant, oui, est-ce qu'il y a une question rapide peut-être qu'on peut traiter? Il y a des avis, il y a des commentaires, je vois sur le chat. Est-ce qu'il est sur le site du ministère, la fac? Vous la trouverez le mettre dans le commentaire de la vidéo et puis on l'envoie à tous ceux qui ont. Voilà, et il est sur le site de la Fédération bancaire française. C'est l'endroit le plus simple pour le trouver. Il y avait un point aussi intéressant de Frédéric, c'est une question de réglementation sanitaire pour la marque sur le produit, car le fabricant du produit doit mettre sa marque et la composition. Oui, c'est pas une question, du coup, c'est plus un commentaire, Ouais. comme il y en a plusieurs. Tristan. Ouais, je vous ai mis le document dans le. Ah, pardon. Tristan, pas de micro. On t'entend pas, Tristan. Voilà, juste pour dire que j'ai mis un petit lien dans le chat sur un petit sondage. Ça prend 2 minutes pour le remplir sur vos retours sur nos chroniques hebdomadaires pour nous dire si vous avez des sujets que vous souhaiteriez voir traités, quels sont vos retours sur ces chroniques, sur les chroniques en général et sur la chronique d'aujourd'hui en particulier. Donc, si vous pouvez cliquer sur le lien et passer 2 minutes à remplir ce petit sondage pour qu'on puisse s'améliorer. Merci à tous. Merci à tous les chroniqueurs de cette semaine. Merci à tous ceux qui ont participé en live à cet événement. Cette vidéo sera sur notre chaîne YouTube. Vous pourrez la regarder à nouveau et éventuellement la passer à quelques personnes si vous les trouvez concernées par les sujets que nous avons évoqués. Elle sera également disponible sur le groupe LinkedIn sur Chassaigne et compagnie. Elle sera également probablement relayée par nos différents profils. Merci à Joe, merci à Tristan, merci à Jean-Christophe et merci bien sûr à Eugénie pour avoir assuré, comme toujours, le maintien de l'ordre et le calcul du temps dans ce moment. Et merci Patrick. Je vous remercie à tous. Il est Merci Patrick. 12h14 et je vous dis à la semaine prochaine. Merci beaucoup et bon week-end à tous. Bon week-end à tous. Salut. Merci.